On veut gérer son stress, on veut gérer ses émotions. C'est étrange, parce que gérer, c'est un mot du domaine économique. Quand on a un rapport économique à soi-même, ça ne marche pas. Nous sommes des êtres humains. Donc, au fond, mon livre, la théorie du bourgeon, c'est comment célébrer la vie en nous plutôt que d'aller contre la vie. Or, la vie, ça ne se contrôle pas. Ça s'écoute, ça se respecte, ça s'apaise, ça se guérit, mais ça ne se contrôle pas. Nous avons le plaisir d'accueillir Fabrice Midal. Il est philosophe français, enseignant de méditation, auteur de best-sellers. Vous les avez peut-être lus. L'art de la méditation, foutez-vous la paix et commencez à vivre. C'est donc une star que nous avons sur le plateau. Plus d'1 million de livres vendus, une chaîne YouTube qui cartonne. Donc la philosophie à portée de tous, c'est un peu ça qui nous plaît en lui. Il est clair et facile à comprendre. Il est en Israël parce que, bien sûr, il est venu donner des conférences. 7 clés pour retrouver la confiance et le courage. On s'est dit eh bien, que nous aussi, on en avait bien besoin. Bonjour Fabrice Midal et bienvenue. Bonjour, merci de votre invitation. Voilà, on est ravis parce que c'est vrai que d'avoir des gens de votre qualité qui parlent de sujets qui nous touchent et que nous avons expérimenté dans notre chair, eh bien, ça fait du bien parce que parfois c'est vrai qu'on est un peu perdu et que pour retrouver, on va dire, confiance en soi, courage et foi en l'avenir, c'est pas toujours facile. On a besoin de clés. C'est pas toujours facile. Et je pense que c'est peut-être la première chose, c'est que c'est pas facile. Et je crois qu'au lieu de faire semblant que c'est facile, c'est déjà bien d'accepter qu'on est des êtres humains. Et qu'un être humain, c'est un être humain qui est touché et qui est blessé. Il y a une faille dans le cœur de tous les êtres humains. On est concerné par ce qui se passe autour de nous, par la souffrance autour de nous. Et la question, c'est comment ne pas perdre pied de ça, mais y voir notre dignité profonde. Alors évidemment, tout ce que vous nous dites, ça nous fait écho à ce que nous avons vécu ici depuis le 7 octobre. C'est pour ça que je suis là, tu restes. C'est vrai ? On m'a invité ici et je me disais, s'il y a des gens qui peuvent entendre ce que je dis, qui sont en rapport à ce que c'est la souffrance, la haine, ça avait vraiment du sens de venir ici et de partager ce que j'essaye d'explorer depuis une trentaine d'années. C'est le corps de votre travail, comment ne pas se décourager ? On pourrait dire, oui, que c'est le cœur de mon travail, c'est qu'est-ce que c'est l'existence humaine dans sa difficulté, comment trouver une expérience de liberté quand on a l'impression qu'on ne peut pas. Et j'ai beaucoup réfléchi à la question du découragement parce que je crois que c'est un des signes de notre temps général, pas seulement les circonstances actuelles. Je pense qu'il y a quelque chose généralement dans notre monde qui conduit à une forme de découragement, ce que les philosophes appellent le nihilisme, quelque chose qui va contre le respect de la vie. Et je réfléchis en tant que philosophe depuis longtemps à voir mais qu'est-ce que c'est ces maladies nouvelles qui sont en train de nous plomber. Et donc j'ai pas mal travaillé sur la question, ces nouvelles maladies comme le burn-out, le stress, qui sont tout à fait nouvelles. Mes grands-parents travaillaient très dur, ils étaient fatigués, mais ils faisaient pas de burn-out. Et donc ça m'intéressait de voir qu'est-ce que c'est cette instrumentalisation de soi-même qui conduit tant de gens à une forme d'épuisement, d'instrumentalisation de soi. Et donc c'est ces nouveaux visages, vous voyez, comment on s'instrumentalise soi-même, comment on se sent toujours en faute, comment on a l'impression d'en faire jamais assez, comment on se compare tout le temps, l'impact des nouvelles technologies sur nos vies qui me permet d'essayer de penser la singularité de la forme de découragement. Alors, il y a un découragement qui est inhérent à l'humanité, auquel j'essaie de réfléchir aussi, et il y a un découragement qui est plus proprement lié à notre temps et au fond, à l'oubli de la vie, à l'oubli de ce que ça veut dire qu'être vivant. On voudrait être un peu comme une machine, pour le dire très simplement. Beaucoup de gens vont mal parce qu'ils regrettent de ne pas être une machine au lieu d'être plutôt fiers de ne pas être une machine. Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre travail, c'est que vous aimez, on va dire, l'expérience concrète, l'expérience, on va dire, que ça ne reste pas un concept, les mots de notre temps, mais que ce soit incarné dans la réalité. Pour ça, vous travaillez avec des thérapeutes. Oui. Et vous avez fait pas mal de découvertes. Déjà, en tant que philosophe, je crois que l'analyse d'un philosophe peut aider énormément, que c'est très concret. Par exemple, quand j'essaye d'expliquer en tant que philosophe que le burn-out, contrairement à ce qu'on raconte partout, ne vient pas du fait qu'on ne fait pas assez bien, qu'on n'a pas assez bien géré son stress, qu'on n'a pas fait assez ceci, vient du fait qu'on veut trop bien faire.
Et donc là, il faut arrêter tout un discours, puisqu'en fait, vous faites un burn-out et on vous accuse en plus de ne pas avoir bien fait ceci, de ne pas être assez calme, de pas... Et moi, je dis non, là, il y a un truc qui ne va pas. Si vous en foutez de tout, vous n'allez pas faire un burn-out. Les gens font un burn-out parce qu'ils veulent trop bien faire. Donc, c'est très intéressant de voir, en tant que philosophe, que le nœud du problème, c'est nous voulons trop bien faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de vouloir bien faire? On cesse de confondre la performance et l'excellence. La performance, c'est quelque chose qui est objectivant, qui est mesuré, qui n'a rien à voir avec l'excellence. Si je vais voir un médecin, j'ai envie qu'il soit excellent. Ou un cuisinier, j'adore la cuisine, j'adore manger chez quelqu'un qui soit excellent. Pour être excellent, ce n'est pas la performance, ce n'est pas ce qui est mesuré. Quand on force la performance, les gens finissent par être découragés, par sentir que c'est plus leur humanité qui est en jeu, qu'ils font plus leur travail à partir d'eux-mêmes. Et moi j'ai travaillé avec beaucoup de médecins souffrent, qu'il y a tellement l'ordinateur entre eux et le patient, il y a tellement de paperasserie qu'ils ont le sentiment de ne pas pouvoir faire véritablement leur travail et de pouvoir faire la différence dans le rapport singulier qu'on a à un être humain. Donc, quand je parle de foutez-vous la paix, ça ne veut pas dire démissionner, ça veut dire faire les choses sans pression. Et ma conviction, c'est qu'il faut faire les choses avec amour, avec enthousiasme, avec curiosité, avec ardeur, avec ferveur. Mais on nous apprend à le faire dans une vision sacrificielle, en culpabilité, en pensant qu'on n'en fait jamais assez, qu'on est toujours en faute. Et là, il y a quelque chose qui fait qu'on n'a plus de force. Mais est-ce que vous pensez que ce discours-là, ces conceptions-là, matchent avec notre société, où c'est une société où les gens ont parfois 2, 3 jobs, qui sont très stressés? Quand je dis... Oui, mais si vous êtes stressé, vous allez vous effondrer. Donc moi, je dirais, malheureusement, trop souvent, c'est les gens qui ont fait un burn-out qui disent « Ah, je comprends, je vois comment je peux faire autrement ». Je ne dis pas qu'il faut faire moins. Je dis qu'il faut trouver un autre espace à partir duquel on fait les choses. Que faire les choses avec cette sorte de pression déshumanisante nous tue. Mais moi, je suis un travailleur acharné, mais c'est pas du tout c'est pas ça que je crois qui fait défaut. Alors, donc ça, c'est vraiment le point en tant que philosophe. Alors, c'est exact qu'en tant que philosophe, je me suis beaucoup intéressé à confronter mes analyses à beaucoup de thérapeutes qui travaillent et en réfléchissant à beaucoup d'analyses qui montrent que l'erreur qu'on remarque beaucoup thérapeutiquement, c'est l'erreur qu'il y a sur la volonté. Nous vivons un monde où, si on veut, on peut. Ça, c'est le discours un peu général. Et au fond, rien n'est plus faux. C'est pas si on veut, on peut. Si vous avez fait une crise d'insomnie, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, plus vous voulez dormir, moins vous allez réussir à dormir. Si vous faites une crise d'angoisse, plus vous voulez ne pas être angoissé, plus vous allez être angoissé. Et donc, il y a une manière dont on dénie la réalité et qui entraîne énormément de souffrance, de traumas, de crises. Et donc, beaucoup de thérapeutes, particulièrement tout le nouveau modèle qu'on appelle ACT, acceptation d'un commitment de thérapie, montre que c'est comme si on est en train de conduire et qu'il y a un signal d'alarme et on dit je veux pas voir le signal d'alarme parce que ça me plaît pas et je continue à avancer. Ben non, le signal d'alarme est là pour vous dire qu'il y a un problème. Nos émotions difficiles, nos problèmes sont là pour nous dire il y a un truc qui va pas. Et donc apprendre à être à l'écoute de ce que l'on vit et de ce qui se passe pour pouvoir s'ajuster, c'est vraiment fondamental. Donc ça s'apprend, ça, être à l'écoute de ce qu'on vit? Ah ben oui, parce qu'on nous a appris le contraire. On nous a appris que s'écouter, c'est inutile, qu'il faut performer, et c'est et le prix, enfin l'hémorragie de burn-out dans le monde est quand même, devrait, on voit que là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne pas. Alors, et par exemple des choses très simples, on veut tout gérer, on veut gérer son stress, on veut gérer ses émotions. C'est étrange, parce que gérer, c'est un mot du domaine économique. Quand on a un rapport économique à soi-même, ça ne marche pas. Nous sommes des êtres humains. Et ce que j'essaie de montrer, c'est on est en train d'avoir un rapport à nous-mêmes déshumanisant. C'est pas possible. Et donc, au fond, mon livre, La théorie du bourgeon, c'est... Le dernier en date. C'est comment célébrer la vie en nous plutôt que d'aller contre la vie. Or, la vie, ça ne se contrôle pas. Ça s'écoute, ça se respecte, ça s'apaise, ça se guérit, mais ça ne se contrôle pas. Or, on a comme idée, il faut que je réussisse à contrôler les choses. Et ça crée une pression
Ça ne marche pas. On ne peut pas. C'est pas que je ne veux pas. Clairement, ça ne peut pas. En tout cas, en Israël, on a bien compris qu'on ne pouvait rien contrôler. On n'avait pas du tout prévu ce qui allait nous arriver le 7. Après, je ne parle pas de... Il y a des choses qu'il faut contrôler. On peut contrôler la température dans sa maison. On peut contrôler des choses physiques, mais on ne peut pas contrôler la vie humaine. On ne peut pas contrôler notre âme. On ne peut pas contrôler nos émotions. On ne peut pas contrôler ce qu'on sent. Donc c'est surtout ça qui m'importe. De remettre, de redire, voilà, un être humain, ça ne contrôle pas. On ne peut pas contrôler ses émotions. On peut les écouter, on peut les apaiser, on peut faire beaucoup de choses avec elles, mais quand on veut les contrôler, on devient impuissant. Et c'est ça le paradoxe, c'est que nous, on nous dit encore plus de contrôle et vous allez y arriver. Et moi, ce que je montre, c'est plus vous voulez contrôler, plus on va au désastre dans nos vies. Et c'est ça que j'ai pu, dans les dialogues que je fais sur ma chaîne YouTube, avec beaucoup de thérapeutes qui analysent la souffrance des patients et qui confirment l'analyse que j'essaye de faire en tant que philosophe et de proposer du coup dans beaucoup d'exercices. Mes livres ont plein d'exercices. La théorie du bourgeon, je ne fais pas des livres théoriques. Il y a une partie où j'explique des choses et puis il y a beaucoup d'exercices que les gens peuvent faire pour améliorer. Pour sortir, parce qu'on a une fausse alternative. Soit je contrôle, je me crispe, j'essaye de faire plus, soit je ne fais plus rien. Je lâche prise. Moi, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, quand je suis en colère et qu'on me dit lâche prise, ça me met encore plus en colère. Ça ne marche pas du tout. Donc, c'est ça que j'essaye de penser. Comment on fait pour ne pas contrôler? Et je ne comprends pas trop ce que veut dire lâcher prise, parce que quand on vous dit lâcher prise, c'est la double peine. Vous avez peur, vous avez mal, vous êtes angoissé, vous êtes triste. Et alors, si vous pouviez lâcher prise, vous l'auriez fait. On serait tous d'accord de le faire. Donc, on n'y arrive pas. Et c'est ça qui m'intéresse. Comment on fait pour redevenir à la vie? Et en hiver, les arbres, des fois, on a l'impression qu'ils sont complètement morts. C'est qu'un vieux balai. Et puis le printemps arrive et on voit des bourgeons qui viennent. On voit que la vie revient. Et le bourgeon, il grandit, puis il devient une fleur, puis il devient un fruit. Et la vie est ce mouvement de recréation continue. Et c'est ça qui m'intéresse comme philosophe, c'est qu'est-ce que c'est ce miracle de la vie qui naît, qui renaît. Et je crois qu'apprendre à respecter la vie, c'est un changement complet de paradigme. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous êtes ici. On ne peut pas dire qu'après le 7 octobre, 7 mois après, ce soit complètement anodin. Vous avez accepté cette invitation. Est-ce que vous avez eu peur de venir? Est-ce que vous avez vraiment eu envie de venir pour aider voilà, ces gens qui sont venus vous écouter, qui étaient sûrement plein de questions? Je pense que c'est le meilleur endroit où on peut être en ce moment, de venir ici. Et pourquoi? Déjà, parce qu'il y a de la souffrance, et là où il y a de la souffrance, ce qu'on peut faire pour essayer de montrer un chemin vers un peu de lumière, ça me semble vraiment fondamental. Et voilà, mes moyens sont très limités, ce que je dis est très restreint, mais c'est la chose que je sais faire. Donc autant essayer de transmettre ce que c'est une façon d'exprimer de votre solidarité? Oui. Je crois qu'une des clés de ce dont je parle, c'est de ne pas avoir peur de notre vulnérabilité. Dans la volonté de contrôle, on voudrait être parfait, on voudrait être calme, on voudrait être zen, on voudrait ne pas être touché. Et je crois qu'on est touché. Et qu'être touché, c'est la vie. On est touché parce qu'on est humain. Et donc, comment faire de notre vulnérabilité une force? Et je crois que, contrairement à ce qu'on raconte, la vulnérabilité, c'est le lieu de la force. Et que c'est le contraire de la fragilité. Et dans notre monde, on a l'impression qu'être vulnérable, c'est être fragile. Mais la vulnérabilité, c'est pouvoir être touché, mais rester debout. C'est pouvoir être touché et garder l'amour ou le désir intense que la vie triomphe. Alors vous avez donné 2 conférences depuis que vous êtes en Israël, bien sûr des conférences publiques avec beaucoup de questions. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce qu'on vous a demandé, on va dire? Je dirais, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est il y a beaucoup de questions sur comment faire justement avec la douleur qui peut étreindre, comment ne pas succomber à ça, et d'essayer de montrer qu'il y a une différence. Il y a eu des recherches qui ont été faites assez pointues sur la différence entre l'empathie et la compassion. Alors, il faut peut-être expliquer. Empathie, c'est vous sentez la souffrance de quelqu'un, et compassion, parce que le mot a plein de sens, mais disons, compassion ici voulait dire très spécifiquement avoir le désir intense d'alléger la souffrance des gens.
Et on avait des études et les gens voyaient des images de gens en souffrance et ils étaient juste de sentir la souffrance, d'être en empathie. C'était insoutenable. Ils s'effondraient. Et c'est ça qu'on appelle le burn-out des soignants. Et quand on leur montrait comment pratiquer la compassion, au lieu de succomber, il y avait quelque chose de vivant en eux. Je ne dirais pas joyeux, mais de vivant. Et je crois que c'est une tâche importante. Voilà peut-être un conseil que je peux donner, c'est comment passer de l'empathie à la compassion. Et c'est vraiment un exercice qu'on peut faire. On sent qu'on est touché, mais on n'en reste pas là. On sent l'amour qu'il y a derrière. On est touché parce qu'on aime, parce qu'on voudrait que la souffrance soit légère, parce qu'on voudrait que la paix règne. Et je crois que c'est ça, que c'est fondamental. Et que ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, on voit que la compassion, c'est pas une sorte de sérénité abstraite contre lequel, dans tous mes livres, j'essaye de dénoncer cette idée stoïcienne, qu'on pourrait être indifférent, que la sagesse serait d'être indifférent. Non, pas du tout. Mais je transforme, moment après moment, jour après jour, l'empathie qui risque de m'écraser par la compassion. Et la compassion aussi, ça se partage. C'est-à-dire sentir qu'on est ensemble, qu'on n'est pas tout seul, qu'on est nombreux. Ça, c'était vraiment très, très fort pour ceux qui ont vécu ici. Oui, puis ça se sent encore aujourd'hui. Même moi qui viens juste d'arriver, là, pour quelques jours, on sent dans la ville, partout, une sorte de solidarité, de manière d'être ensemble, de partager la peine, mais aussi l'amour. Parce que derrière la peine, il y a l'amour. S'il n'y avait pas d'amour, il n'y aurait pas de peine. Si on était des robots, on n'aurait pas de peine, mais parce qu'on n'aurait pas d'amour. Donc on ne peut pas couper l'un et l'autre. C'est ça la vulnérabilité. C'est de sentir que la vulnérabilité est une force parce qu'elle est le lieu de l'amour. Alors pourtant, vous connaissez bien Israël, hein, vous y êtes venu à de nombreuses reprises. Je crois que vos grands-parents ont vécu ici. Vous l'avez senti changer, le pays meurtri? Je ne peux pas répondre à la question. Je ne suis pas compétent. Vous, personnellement. Je ne suis pas venu pendant 40 ans. Donc je ne peux pas dire... Quand je suis venu ici, mes grands-parents étaient là. Et donc j'ai des souvenirs qui sont liés à mon enfance. Très forts. Et en revenant, j'ai senti les mêmes... C'était hors temps. C'est-à-dire 40 ans, tout le monde m'a dit « tu ne vas plus rien reconnaître » parce que j'étais à Tel Aviv. Et j'ai absolument vu aucune différence. Alors bien sûr, plein de choses ont changé. Mais quelque chose de l'atmosphère, quelque chose du rapport entre les arbres et les maisons, la singularité de ces maisons marquées par le Bauhaus et tout ça, qui m'avait tellement frappé quand j'étais un tout jeune adolescent. C'est resté pareil. J'ai senti, et c'était... donc évidemment, j'avais un lien très fort avec mon grand-père, et venir ici, je pensais jamais revenir, je ne voyais pas de raison particulière. Là, la situation a fait que on m'a invité, je trouvais que c'était vraiment... Là, il y avait vraiment une nécessité. Mais c'était aussi pour moi de venir à quelque chose de la racine de mon âme. Parce que quelque chose s'est établi, construit ici avec mon grand-père, qui a été pour moi une figure d'amour extraordinaire. Et même... il est mort maintenant, il y a plus de 30 ans, enfin 40 ans. Et des fois, quand je suis triste, je pense à lui et sa présence suffit à me ramener au lieu le plus profond de l'amour. Et je crois que c'est important de revenir parfois au lieu profond et sûr de l'amour et que quelque chose de l'amour ne meurt pas. C'est très beau ce que vous dites, notamment personnellement, mais aussi moi je le prends collectivement, parce que c'est vrai qu'avec toutes les pertes que nous avons eues, de savoir que quelque chose de l'amour profond, véritable, ne meurt pas, oui. Ça fait du bien entendre. Oui. Parce que on les voit plus, tous ces gens où ils nous manquaient cruellement, et de savoir que le fait de les avoir aimés vraiment... Et que le manque est à la mesure aussi de notre amour. Si on ne les aimait pas, ils ne nous manqueraient pas. Donc il y a quelque chose là qui nous tisse, qui fait la dignité de notre humanité. Bien sûr, on voudrait tous que des fois être humain soit plus facile à vivre, mais je crois qu'il faut apprendre à être fier de la grandeur de notre humanité, de notre cœur, de pouvoir être comme ça, concerné, touché, de se sentir responsable devant le monde.
Juste pour revenir à votre rencontre avec le public ici, avec les gens d'ici, est-ce qu'il y a une question en particulier qui vous a touché, qui vous a interpellé? Celle que je disais, celle de quelqu'un qui me disait chaque fois que je vois un drapeau jaune, comment ne pas m'effondrer. Un ruban jaune, vous voulez dire? Un ruban jaune, un drapeau jaune. Qui font penser, qui fait penser aux otages. Aux otages. Et c'est ça ce que j'ai essayé de dire. Que ces deux choses que j'ai essayé de dire, ça m'a beaucoup touché parce que c'était une vraie question. Moi, j'ai toujours touché des vraies questions. Une vraie question, c'est une question qui vient du profond de son cœur. Voilà, j'ai répondu d'une part ce que j'ai dit sur la différence entre l'empathie et la compassion et toutes ces recherches qui ont été faites avec beaucoup de recherches scientifiques très pointues. Et puis, le titre du livre qui a rencontré le plus grand succès, à mon propre étonnement, Foutez-vous la paix, qu'il faut aussi apprendre à se foutre la paix. C'est-à-dire accepter à un moment de pleurer, accepter d'être en colère, accepter de ne plus en pouvoir. Parce que ce moment d'acceptation, on a l'impression qu'on va s'effondrer si on accepte. Mais c'est pas vrai. On se fout la paix, on s'autorise à être un être humain, et voilà, à un moment, ça fait un bien fou. Et c'est le contraire. On croit qu'on va s'effondrer, et c'est le contraire. Ça fait un bien fou. Et par contre, s'interdire de sentir ce que l'on sent, essayer d'être comme une sorte de machine, c'est inhumain. C'est une interdiction d'être un être humain. C'est vouloir se couper de son âme pour survivre. C'est pas possible. Et donc, il y a une articulation là à trouver entre accepter d'être touché et en même temps ne pas s'effondrer. Ne pas s'effondrer parce qu'on s'autorise à vivre la chose et qu'on se sent en lien. Et le lien donne cette dimension sécure, fondamentale. Bon, j'imagine qu'on vous a bien sûr mis en garde sur ce voyage. On vous a dit tu es fou, c'est la guerre. Ne viens pas, n'y va pas. C'est la raison de plus pour venir. Tout le monde vous a découragé. Oui, parce que les gens ne savent pas. Les gens ont des idées. Mais bon, faut jamais écouter. Faut jamais écouter. Enfin, il faut écouter, mais il y a un truc qu'il ne faut pas écouter. Il faut creuser et écouter ce qui est vraiment juste au fond de soi et dans le rapport au réel. Et je trouvais que à la fois ce que je sentais et le rapport et le réel disait j'irais n'importe où quelqu'un m'inviterait, où il y a de la souffrance. Je trouvais que ça avait du sens de venir ici, mais dans n'importe quelle partie du monde, si les gens étaient prêts... mais il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on est prêt à écouter. On est prêt à avoir l'humilité hors de tout dogmatisme, d'essayer d'interroger ce que c'est l'énigme d'être un être humain. C'est un miracle de pouvoir faire ça. Mais ici, ça se fait beaucoup. Ici, ça se fait beaucoup, c'est un miracle. Enfin, il y a tellement d'endroits où tout est formaté, où le poids, j'allais dire de la religion, mais c'est pas de la religion, le poids du dogmatisme et de l'idéologie est tellement forte que vous n'avez plus la possibilité de questionner. Et c'est important de dire ça, parce que moi je suis philosophe, donc j'ai donné des pistes, mais je peux donner que des pistes, je n'ai aucune vérité. Je partage un peu mon expérience, un peu les fruits de mon travail, de recherche. Les gens font leur choix. Mais je suis plus quelqu'un qui questionne. Bien sûr. Et ça, c'est tellement rare pouvoir questionner, pouvoir interroger l'énigme et le miracle d'être un être humain, c'est quand même très rare. Or, au fond, on pourrait dire que le cœur de ce que j'essaye de dire, c'est de s'étonner que nous sommes vivants. C'est invraisemblable que nous soyons vivants. La vie, on l'a pas demandé, on l'a pas voulu. Quelque chose nous est donné. Je crois que ça nous engage de manière très profonde. Et que la vraie raison du bonheur, c'est juste d'être vivant. Vous me donnez envie de conclure en vous disant l'Echaim à la vie, parce que c'est comme ça qu'on dit ici. C'est clair. Quand on trinque. En tout cas, on voulait vous remercier. Enfin, moi, je voulais vous remercier d'être venu, partager votre savoir et c'est un voyage aussi solidaire avec nous. Ça nous fait du bien. On espère vous revoir bientôt. Ceux qui ne connaissent pas les livres de Fabrice Midal, je vous engage à vous y plonger. L'art de la méditation, foutez-vous la paix. Et puis le dernier en date, la théorie du bourgeon. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez envie d'en savoir plus sur lui. Merci beaucoup Fabrice Midal d'avoir été avec nous. Voilà. Merci infiniment. De rien. Avec grand plaisir et à très bientôt.